CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. – 16h35 avec nous en ligne, Patrick Bonin, il est porte-parole de Greenpeace Canada. Bon après-midi, Monsieur Bonin. Bon après-midi à vous. Comment ça va, Monsieur Bonin? Ça va très bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Alors, Monsieur Bonin, c'est vrai qu'il est encore temps pour le gouvernement de faire amende honorable par rapport à ce qui a réclamé un BAP pour Northvolt. Oui, parce que c'est un gros projet, Northvolt, on le rappelle, là, c'est le giga-projet qui a obtenu jusqu'à 7 milliards de dollars de subventions du gouvernement provincial et fédéral pour la construction de cellules de batteries, des batteries pour les véhicules à McMasterville. Et c'est un gigantesque projet qui a déjà commencé. Il y a déjà des bulldozers sur le terrain qui remplissent, en fait, détruisent des milieux humides. Il y a de la coupe de 8000 arbres vivants qui va se faire aussi. Il y a des espèces menacées sur le terrain. Et pour ce projet-là, il n'a pas été soumis à une évaluation indépendante par le BAP. Et le gouvernement a encore le temps, peut encore, justement, faire une vraie évaluation indépendante dans laquelle les gens vont avoir confiance pour qu'on s'assure qu'on ne crée pas un grave précédent en faisant passer à côté du BAP le plus gros projet de l'histoire privée et industrielle au Québec. Ce qui est difficile, Patrick Bonin, pour le gouvernement, c'est d'avoir la confiance dans ce dossier-là de la population lorsqu'on sait que ce même gouvernement-là a refusé un autre projet de moindre ampleur sur le même terrain pour des raisons écologiques. C'est le monde à l'envers, Patrick Bonin. Ouais, il faut rappeler, là, c'était un terrain zoné industriel qui a été acheté récemment, mais il n'y a même pas un an, vous l'avez dit, il y a eu un autre projet de développement qui a été proposé. Et le ministère de l'Environnement, les mêmes gens là, qui ont autorisé le projet récemment, eh bien, il y a un an, ils ont refusé un projet qui allait détruire 2 fois plus de milieux humides sur le même terrain. Ils ont dit que ce terrain-là avait une valeur écologique importante, qu'ils ne pouvaient pas permettre l'autorisation de faire la construction. Et là, pour un autre projet, le projet de batterie, le gouvernement change de discours et autorise comme ça alors qu'on n'a pas les informations. On n'a pas les cartes de ce qui est proposé comme projet. C'est pas possible. Il n'y a rien qui est disponible actuellement. Et il est là le problème. C'est un déni de démocratie actuellement. Les gens locaux, mais aussi internationaux, les spécialistes, les gens des groupes spécialisés, on n'a pas l'information. C'est quoi le projet exactement? Quels sont les impacts pour poser des questions, pour obtenir des réponses, pour présenter des preuves, justement, pour aider à améliorer le projet si ce projet-là va de l'avant. Et il y a plein de questions quant je vous parlais des milieux humides, des espèces menacées. C'est le Richelieu également qui est à côté. Là, il y a de l'eau qui va être pompée en grande quantité dans le Richelieu, exactement là où c'est l'habitat critique, par exemple, du chevalier cuivré, qui est une espèce menacée de poisson endémique au Québec. On en a juste au Québec, là, dans le monde, de cette espèce-là. Il y a 4000 personnes qui vont être des travailleurs qui vont débarquer dans la ville de McMasterville, qui actuellement a 5 000 de population, là, donc vous presque doublez la population d'une petite ville. Il y a des impacts sur les routes, des impacts sur le trafic, des impacts sur la qualité de l'air. On parle de 50 000 tonnes de minerais qui vont être utilisés. C'est quoi les impacts justement sur les produits chimiques? Est-ce qu'il y en a qui vont... est-ce qu'il y a des risques reliés à ça? Est-ce qu'il y a des risques reliés aux émissions atmosphériques? Donc, il y a toute une panoplie de questions qu'il faut poser par rapport à ce projet-là. Et il n'y a aucune bonne raison avancée par le gouvernement
pour ne pas faire une évaluation, comme on en fait là, depuis 50 ans au Québec, une évaluation indépendante, crédible, par le Bureau d'audience publique en environnement, permettre aux gens de s'exprimer et d'avoir la transparence. Et il est là le problème. Là. On n'est pas dans les années 60. Ça nous prend une évaluation en bonne et due forme pour ce qui est le plus gros projet, encore une fois, industriel privé de l'histoire du Québec. Alors, Patrick Bonnet, tout ce que vous avez dit là est vrai et juste dans le monde chrétien catholique, on dirait tout est juste et bon. Tout ce que vous avez dit. Mais le diable est dans les détails. Et le détail de ça, là, c'est le fait que vous vous dites, voilà, un ensemble de faits qui justifient qu'il y ait ce BAP-là. C'est correct. Mais le fait que le gouvernement ne nous dit pas la vérité, parce que le gouvernement aurait pu très bien dire, compte tenu de la nature de ce projet-là, c'est la construction de batteries, etc., ça va remplacer, je ne sais pas, nous jouer du violon, mais nous dire la vérité. Je pense qu'il serait déjà à moitié pardonné dans la mesure où il prendrait des effets pour des solutions pour contrer les effets de la dévastation du terrain, de ces lieux humides, etc. Mais on ne nous dit rien, on nous prend pour des valises. C'est ce que je n'aime pas. Ben, et les gens, on n'est pas habitué à cette manière de fonctionner au Québec, là. Moi, j'ai jamais vu ça. Le gouvernement a changé la réglementation et ça fait en sorte que ce projet-là, il n'est pas soumis à une évaluation du Bureau d'audience publique en environnement. Il a changé les règles du jeu, ce qui fait que ce projet-là peut être mis sur une voie rapide, qui fait qu'il n'est pas soumis justement à une évaluation, à une audience publique, que les citoyens ne sont pas informés. Et je pense que ça, c'est un problème de démocratie. Imaginez si le plus gros projet là, de l'histoire industrielle privée du Québec n'est pas assez gros selon le gouvernement pour être soumis à une évaluation indépendante par le Bureau d'audience publique en environnement. Et tous les autres projets par la suite vont se présenter en disant, ben là, vous avez donné un passe-droit à Nordvolt, nous aussi on veut un passe-droit. C'est un risque de recul, de grave précédent, de recul majeur en environnement, et il n'y a pas de justification pour faire n'importe quoi, là. Et oui, ce sera des batteries. Oui, on sait qu'on a besoin de batteries. Après ça, quel genre de batterie? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est pour alimenter des Hummers qui ne va pas régler le problème si on a des giga véhicules énergivores électriques? Là, on va avoir autant de problèmes de trafic. Et ça prend de la sobriété. Il faut avoir des réflexions. Est-ce que c'est là qu'il faut qu'on mette notre électricité? Probablement, mais c'est l'équivalent en termes d'électricité de ce que ça prend pour alimenter 60 000 maisons, cette usine-là. 60 000 maisons pour une usine. Donc, est-ce qu'on va être rendu, par exemple, à harnacher des rivières, à construire des barrages pour alimenter une usine? Il faut qu'on ait les vrais chiffres, il faut qu'on se pose ces questions-là. Si, actuellement, vous avez une ville, par exemple, comme Saint-Bruno et même Montréal, qui se fait dire par Hydro-Québec, on n'a pas assez d'électricité pour construire des écoquartiers 100% électriques, il va falloir mettre du gaz pour chauffer les maisons. Hydro-Québec dit ça. Il dit qu'ils n'ont pas assez d'électricité pour être à 100% électrique dans les nouvelles habitations, mais on a de l'électricité pour faire venir des usines et construire des batteries. Il y a quand même des réflexions importantes à faire. Il y a des questionnements, il y a des réponses à obtenir aussi de la part du gouvernement. C'est quoi son plan exactement? Et est-ce que c'est le meilleur plan sur le terrain actuellement là, de détruire 130 000 mètres carrés de milieux humides, alors qu'en Montérégie, il n'y a même pas 5 % de milieux humides qui restent là. Il n'y en a plus sur le bord du Richelieu ou presque. Est-ce que l'entreprise a fait tous les efforts pour limiter les impacts? Et est-ce que c'est le bon choix de la bonne configuration sur le terrain? On ne peut même pas le dire, on n'a pas l'information. Donc, il y a probablement des impacts qui ont lieu là, qui n'auraient pas lieu s'ils prenaient le temps de faire bien les choses. Et non, ça ne prend pas 1 an, 2 ans faire un BAP là. C'est 4 mois d'obtenir une évaluation
environnementale par le BAP. 4 mois, je pense que c'est le minimum à faire comme société pour bien faire les choses, se poser des questions, avoir des vrais débats et avancer. Et le BAP n'est pas l'autorité suprême. Ça veut dire que si le gouvernement veut passer outre des recommandations du BAP, il en paiera le prix, mais encore faut-il qu'il fasse la démonstration. Quand vous avez parlé de la démocratie qui en prend un coup, si on passe outre un BAP pour un projet aussi important, vous avez tout à fait raison. Et c'est important ce que vous avez dit là. Le Bureau d'audience publique en environnement n'a pas de pouvoir de bloquer un projet. Il a des pouvoirs de recommandation, il a des pouvoirs de proposer, par exemple, des alternatives pour limiter les impacts sur l'environnement, limiter les impacts sur les gens, les communautés qui habitent autour, poser des questions sur est-ce que c'est une bonne idée d'investir 7 milliards de dollars d'argent public dans cette usine-là. Ce sont des questions légitimes et le BAP, oui, présente une position, mais le gouvernement, il peut faire ce qu'il veut de toute manière après. Ça ne bloquerait pas le projet. Et donc, il refuse lui-même de se donner des outils pour améliorer le projet, pour limiter les impacts environnementaux, pour le bonifier, pour faire qu'il soit accepté socialement. Donc, le gouvernement a même intérêt lui-même à faire à ce que le BAP propose justement une analyse indépendante de laquelle il se sert, comme ça se fait dans tous les projets au Québec, et il y en a plein. Là, c'est très rare qu'un projet est rejeté, et parce que justement, on les bonifie. Et oui, s'il est mauvais, il serait rejeté, mais on le sait, le gouvernement ne le rejettera pas, ce projet-là. Mais qu'il fasse minimalement l'exercice démocratique du respect de nos structures d'évaluation environnementale au Québec et qui ne crée pas un précédent qui nous fait reculer de 50 ans, comme si on n'avait pas une crise de la biodiversité qui nous pend au bout du nez, qu'on voit déjà très problématique, comme s'il n'y avait pas de crise climatique. C'est la moindre des choses. Là. On n'est plus, on peut pas agir en cow-boy puis construire des choses en sachant que la science nous dit il y a une crise climatique, une crise de la biodiversité. Ils mettent 7 milliards dans un projet, ils vont envoyer les bulldozers sur le terrain puis ils poseront pas de questions. Ça n'a pas de bon sens. Et il semble que le travail qui est fait maintenant, quand je parle du travail, c'est la mobilisation qui se fait pour qu'il y ait un BAP. C'est une démarche très saine dans le sens qu'on a l'impression que lorsqu'on vend le Québec sur la scène internationale, ben on dit à qui veut, venez, et puis il n'y a pas de contrôle parce que les propriétaires, en tout cas ceux qui travaillent pour le projet et qui font le projet, le directeur, entre autres, ou le président, est abasourdi, ne pensait pas avoir une telle levée de bouclier contre ce projet-là, parce qu'on lui a dit que tout allait très bien se déplacer comme sur des roulettes et puis il est tout à fait pris de court. C'est un bel exemple dans le sens que pour l'avenir, il faudra tenir compte de ces questions-là lorsqu'on a un projet aussi important à vendre à l'étranger, pas vrai? Totalement. Et le message, il faut qu'il soit clair, là, c'est qu'il va en avoir d'autres aussi, là, ce projet-là, mais il va y avoir d'autres projets là, qui vont être présentés comme étant des projets pour faire la transition énergétique. Et que ce soit des projets d'hydrogène vert, que ce soit des projets de gaz naturel renouvelable, que ce soit des projets d'éoliennes, bien, ces projets-là, même s'ils sont pour une bonne cause, la transition énergétique, il faut les faire correctement. Il faut consulter les populations. Il faut s'assurer qu'on minimise les impacts, qu'on les empêche toutes si c'est possible. Parfois, c'est pas possible. On est conscient, là. Mais les entreprises ne peuvent pas arriver ici parce qu'elles ont parlé au gouvernement et se sont fait promettre une voie rapide pour approuver des projets ultra rapidement et être surpris que les gens se disent un instant. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au Québec. Normalement, là, on a des vraies évaluations. Ce gouvernement-là est en train de vendre le territoire et de donner des milliards à des entreprises sans qu'on ait même de débat public de base. Et ça, c'est un grave problème d'un gouvernement qui a une arrogance dans sa gestion, qui se croit tout permis et qui même change les règles pour faire en sorte qu'il soit capable de développer
de mettre en place un développement industriel sans qu'on ait été consulté. C'est la pire manière de fonctionner. Si vous voulez l'acceptabilité sociale, c'est clairement pas comme ça que les conditions gagnantes sont réunies. Fait que pour nous, c'est problématique, c'est inquiétant et c'est symptomatique d'une approche du gouvernement qui est très arrogant, qui est très affairiste et ça se passe partout, là, de regarder, ben pas partout, mais dans plusieurs exemples, là, le gouvernement qui parle de dénationaliser Hydro-Québec, là, de mettre fin au monopole d'Hydro-Québec dans la vente et la distribution d'électricité au Québec pour permettre aux privés de s'installer un petit peu partout, de commencer à produire et de vendre à d'autres entreprises privées, là. Il n'y a personne qui a été consulté là-dessus. C'est un peu la même logique. Et pour nous, c'est inquiétant, c'est symptomatique d'un gouvernement qui n'a pas de plan énergétique, n'a pas de plan, il ne consulte pas et ne fait pas de vrais débats publics sur des enjeux majeurs au Québec et qu'il y en aura d'autres encore. Et c'est pour ça qu'on tient à ce que les gens comprennent que c'est important d'avoir une évaluation environnementale pour des projets de cette ampleur-là en 2024. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu social, c'est un enjeu économique parce qu'il y a des milliards et on ne laissera pas ça passer comme ça. Et tout ce qu'on peut dire, c'est de féliciter la mobilisation parce que, surtout lorsqu'il s'agit d'un gouvernement en fin de deuxième mandat qui peut ne pas avoir intérêt à regarder les choses comme il se doit, alors que la population va être prise ou rester aux prises avec des difficultés pour plusieurs années à venir. Merci Patrick Beaudin, porte-parole de Greenpeace Canada. Merci de l'invitation. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.